Alors, bonjour, bienvenue à ce jour 2 de Fenêtre la douleur en toi. Je m'appelle Annick Bourbonnais, j'ai le bonheur de vous accueillir pour une deuxième fois pour parler de ce beau métier. Hier, on a pris le temps de préciser, faire la distinction entre ce qu'est un appel vers un métier comme celui-là et ce qui est de l'intérêt. Pour celles qui n'étaient pas avec nous, vous avez reçu la rediffusion là, par courriel. Pour celles qui étaient avec nous aussi, là, si vous voulez, vous les avez reçus, vous l'avez reçu par courriel, vous allez toutes les recevoir là, au fur et à mesure des journées. Mais pour celles qui étaient là, celles qui ont eu le temps de l'écouter, j'aimerais ça dans les commentaires si vous pouviez me mettre quelque chose que vous avez retenu d'hier, quelque chose que vous avez qui vous a peut-être surpris ou qui a marqué le coup, là. Qu'est-ce que vous avez retenu de notre moment d'hier en un mot, en une phrase, vraiment pas compliqué? Partagez-moi donc ça, que j'ai une idée un petit peu plus précise de ce que ça a eu comme impact pour vous hier. Donc, on entend cette deuxième journée. euh, Déjà pour approfondir un peu nos connaissances de ce que c'est la doula, parce que évidemment, si on entend parler d'un métier comme celui-là, on disait justement hier qu'il n'y a pas de référent très clair. C'est un métier qui est encore un peu marginal. Donc, ce que c'est, ce qu'on pense que c'est, ce qu'on a entendu, tout ça, peut amener des fois des petites distorsions bref, aujourd'hui, je veux pouvoir clarifier ce que c'est et ce que c'est pas une doula pour que vous ayez une meilleure idée de ce que ça représente de faire un métier comme celui-là. Je vous partageais hier que je fais ce métier-là depuis 2013. J'ai commencé ma formation à la suite de mon congé de maternité, pendant mon congé de maternité avec mon bébé dans les bras. J'entamais ce beau processus-là. Comme beaucoup, beaucoup de personnes, c'est souvent la maternité qui nous amène à cet univers-là de périnatalité, à cette ouverture de conscience-là, à entrevoir que peut-être les choses comme on le concevait avant sont différentes, des fois juste par le processus qu'on vient de vivre. Et on a envie de partager nos connaissances, partager cette passion-là à d'autres personnes. Je vous disais aussi que c'était vraiment euh, en ce moment plus important que jamais d'avoir des personnes de référence comme des doulas, des personnes qui sont là avant, pendant puis après, qui assurent un beau continuum, parce que le réseau de la santé au Québec est vraiment en crise, parce que même le milieu de la sage-famerie en ce moment est en grande mouvance. On est en perte de repères, on est en déconstruction, reconstruction. Donc, la valeur ajoutée d'une personne de référence que l'on choisit, qui nous guide à travers un processus, c'est vraiment très, très important. Donc, je suis directrice de l'Académie périnatale depuis 2021. J'ai commencé à enseigner en 2017. J'ai enseigné dans plusieurs écoles, des fois même en même temps, parce que je suis une personne qui a une pratique un peu plus nichée avec l'hypnose pour la naissance, avec la relation d'aide. Ça m'a amené à travailler, à donner avoir des petits mandats un peu partout. Mais évidemment, l'Académie périnatale reste mon école d'appartenance un peu plus parce que j'y enseigne la formation de base pour doula. J'y enseigne la relation d'aide en périnatalité, l'hypnose pour la naissance et depuis peu aussi l'entrepreneuriat avec Sarah Emmanuel Dansereau. Donc, aujourd'hui, je veux que vous puissiez vous imaginer dans ce processus-là, que vous puissiez vous projeter, voir un petit peu qu'est-ce qui résonne en vous quand vous imaginez dans ce rôle-là. C'est ce qu'on va mettre ensemble, en place ensemble. Je vous rappelle la mission de l'accompagnante, évidemment, être une présence bienveillante, constante et compétente au service des familles dans le respect total de leurs choix. Et ça veut dire qu'on on n'est pas régi par un protocole rigide, on n'est pas non plus, on ne pratique pas, ne prodigue pas de soins. Si une doula a un autre chapeau, comme la massothérapie, ben, elle va être régie par sa pratique de massothérapeute, mais la doula en tant que telle ne pratique pas de soins. Ce n'est pas un professionnel de la santé. Donc, ce sur quoi on se branche, ce qui nous guide à travers notre processus, oui, on a un mandat, une éthique de pratique auquel on se réfère, mais c'est surtout les familles qui vont nous mandater pour des choses un peu plus précises. Accompagner la fratrie, par exemple, ou accompagner ou être présente parce que le conjoint ou la conjointe fait des chocs vagal dans les hôpitaux, être là parce que c'est un premier bébé, être là parce qu'il y a eu un deuil périnatal avant. Selon l'histoire de chaque personne, on va s'arrimer à leur histoire, à leur expérience, puis on va être plus présente, moins présente selon les besoins de chacune des personnes qui est interreliée dans cette expérience-là. Donc, le couple, le bébé, des fois, c'est une personne proche, une grand-mère, une sœur, une amie qui est là pour soutenir maman au travail. Bref, tous ces scénarios-là
nous, on est habitué de les accompagner. On va changer, notre rôle va changer selon les personnes impliquées puis les histoires en respectant notre éthique de pratique, puis c'est ça qui est important. À ça s'ajoute évidemment une pratique de doula qui est là pour écouter sans juger. Puis ça, c'est vraiment important. On n'est pas une personne qui analyse, qui juge, qui diagnostique. Donc, je veux que vous sachiez que comme doula, j'ai reçu toutes sortes de confidences au fil des années, des choses que je me suis attendue à. Des fois, ça m'a surpris. Mais la plupart du temps, je me suis sentie extrêmement privilégiée d'avoir le droit d'entrer dans cet univers-là, cette intimité-là des personnes, des gens qui ont eu des parcours de vie surprenants, extraordinaires, difficiles, puis que pour qui l'arrivée d'un enfant vient tout changer, vient amener une espèce de grandeur et une profondeur qui euh, les amène à revoir. En fait, je trouve que l'arrivée d'un enfant, c'est pas mal le seul moment dans la vie où le passé, le présent et l'avenir se côtoient dans une même expérience. Parce que veut pas mettre au monde un enfant, ça nous amène à revoir notre propre enfance, notre relation à nos parents, tous les apprentissages qu'on a faits, la personne qu'on pense être, celle qu'on aspire à être. À l'arrivée d'un enfant, ça nous amène aussi à placer le présent d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier, d'un point de vue personnel, le couple. Il y a des couples qui vont se remettre en question avec l'arrivée d'un enfant. Il y en a d'autres qui vont se remettre ensemble avec l'arrivée d'un enfant. Il y en a même qui vont penser à se séparer. Tu sais, le présent, il y a comme une grande mise à jour qui se fait à ce moment-là. Et inévitablement, mettre au monde un enfant, c'est penser à un avenir, c'est projeter un avenir. Et c'est là toute la complexité, c'est qu'on avance à tâtons dans une expérience qui nous est jusqu'alors inconnue, et puis on veut pour le mieux, on a la responsabilité d'un tiers, d'une autre personne, souvent pour la première fois de notre vie. C'est une grande charge, c'est une grande responsabilité, et on veut être à la hauteur de cette performance-là. Je dis le mot performance volontairement parce que la société nous met dans cette posture-là de devoir performer notre maternité, notre parentalité. Donc, c'est extrêmement lourd pour beaucoup de gens de façon totalement inconsciente parce qu'on se fait aussi vendre l'idée qu'avoir un enfant, c'est une grande joie. C'est merveilleux, c'est fantastique, oui, mais ça ne dort pas, ça a des besoins, on a besoin d'apprendre à se connaître dans cette expérience-là, d'apprendre à connaître notre bébé. C'est extrêmement confrontant aussi. Fait que c'est pas tout romantique, tout rose, tout merveilleux. C'est pas tout dramatique non plus. Et c'est cette espèce de dualité-là qui fait qu'on essaie de trouver notre chemin à travers ça. Il ne faut pas non plus occulter le fait que les parents d'aujourd'hui sont les parents les plus informés de toute l'histoire de l'humanité ever et sont aussi les plus stressés et surprenamment les moins prêts. Parce qu'il n'y a plus de transmission qui se fait de façon organique. La plupart de nos parents ont travaillé, on ne les a pas tellement vus, les familles sont moins nombreuses. Tu sais, quand on était 13, une douzaine par famille, bien souvent, les filles voyaient même leur mère accoucher. Je veux dire, je ne veux pas revenir là, mais il y avait une transmission un peu organique qui se faisait. Puis c'était pas mal ce à quoi, tout ce qu'on avait en fait accès. Il n'y avait pas d'Internet, il y avait très peu de littérature aussi sur le sujet. Fait que je recule dans le temps, mais il reste qu'il y a une raison pour laquelle on est où on en est aujourd'hui. On est très, très informé, on est surinformé. Les gens se perdent dans un océan d'informations qui dit presque tout et son contraire. C'est anxiogène. Donc, la personne de référence, la doula, devient la personne qui met un baume sur tout ça, qui permet un petit peu de discerner ce qui fait du sens pour moi et qui n'en fait pas. Parce que sinon, on rentre dans une posture de performance, puis on tente d'être à la hauteur de toutes les attentes de tout le monde. Le réseau de la santé, le réseau de l'éducation, nos propres attentes, nos parents, nos amis. Bref, rapidement, on peut s'y perdre puis se sentir submergé, voire écrasé. Donc, le rôle de la doula, d'écouter sans juger, ça veut aussi dire d'ouvrir un espace pour ça. Je me sens pas bien dans le rôle, je me sens pas bien dans cette décision-là, je remets en doute tout ça, ta. Il y a un espace sans jugement là, où on peut tout déposer, ça a une valeur inestimable. Ensuite de ça, soutenir sans imposer. Parce que le rôle de la doula, c'est de marcher à côté des gens qu'elle accompagne, ni devant, ni derrière. Donc, où est-ce que les gens sont rendus en ce moment? Il y en a qui rentrent dans un processus d'accompagnement avec une idée très précise de ce qu'ils veulent. Par exemple,
je veux accoucher, je veux prendre la péridurale le plus tôt possible. Puis un autre couple à côté va dire, nous, on veut accoucher le plus naturellement possible. Les deux demandes, les deux attentes sont légitimes. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner ces gens-là dans une grande liberté, même si on a des convictions, des croyances personnelles du genre, moi, si j'accouche, voici ce qui me plaît moi, et ne pas les projeter sur ces gens-là. Ou ne pas aller au-devant, par exemple, on dit mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire mettre l'information avant que la question vienne. Tu sais, on dit, par exemple, je veux prendre la péridurale dans le processus le plus tôt possible. Oui, mais est-ce que tu savais que si ça, ta, 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 là, on sort un paquet de statistiques qui peuvent faire en sorte que la personne, pour que la personne réalise peut-être qu'il y a plus vaste comme possibilité que de juste prendre la péridurale en premier, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais est-ce que la personne est prête à entendre ce que tu veux lui partager? Est-ce qu'elle est rendue là dans son processus? Est-ce que c'est même une attente qu'elle a de ta part de recevoir ce camion d'informations? Peut-être que oui, peut-être que non. L'idée derrière la posture d'accompagnement, c'est d'aller rejoindre l'autre là où il se trouve, elle se trouve, et faire le chemin à ses côtés, vers là où elle veut aller. Donc, si la personne souhaite prendre la péridurale le plus rapidement possible, ce n'est pas de l'en dissuader, c'est au contraire de prendre contact avec tout ce que son corps, tout ce que sa physiologie a besoin cette journée-là, de prendre ses aspirations, puis de tenter d'aligner ça ensemble pour qu'elle se sente respectée, on puisse respecter sa physiologie et que la naissance se passe pour le mieux au final. C'est ça l'objectif. Puis dans une posture où, par exemple, la personne souhaite accoucher le plus naturellement possible, mais dans les deux cas, on doit assouplir certaines choses parce que la personne qui souhaite accoucher le plus naturellement possible, bien, pourra avoir un accouchement extrêmement long et devoir revoir son plan de match. Les circonstances de la naissance, on ne les connaît jamais d'avance. Dans un cas où elle veut prendre la péridurale le plus rapidement possible, elle pourra avoir un accouchement extrêmement rapide qui arrive à l'hôpital avec une tête entre les cuisses et on dit, ben là, il faut juste que tu pousses. Mais non, mais moi, c'était pas ça mon plan. Je voulais une péridurale, tu sais. Fait que dans tous les cas, je pense que notre rôle, c'est d'ouvrir les horizons, de créer un assouplissement pour que quand on arrive face aux circonstances, la personne puisse se sentir en confiance puis faire preuve d'assurance, même si ce n'est pas ce qu'elle avait projeté au départ, parce qu'elle a reçu l'information, elle a pu s'imaginer dans des circonstances différentes, puis elle a les outils pour traverser différents scénarios. On dit souvent dans la naissance, fais-toi pas d'attente, comme ça tu ne seras pas déçu. Et ça, c'est une belle façon de rester vulnérable parce que tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ça va devenir le projet des gens qui vont être là auprès de toi, qui vont te dire quoi faire si tu n'as pas une idée claire de ce que tu espères pendant les circonstances que tu découvres. Donc, c'est un processus vraiment d'apprentissage, c'est un processus d'alignement, c'est un processus de découverte de soi. Parce que quand on arrive dans le processus, on a juste une idée, on a une opinion, on a été poussé par les films qu'on a vus, les sketchs qu'on a vus, les livres, les amis qui nous ont raconté leur récit. Mais concrètement, moi qui suis dans cette expérience-là, on va essayer de travailler avec l'inconnu et avec l'imprévisible. Et c'est ça notre rôle. Guider quelqu'un à se préciser, inviter quelqu'un à se préciser, le guider à travers un processus qui est inconnu, qui est variable et qui est imprévisible. Donc, on parle d'informer sans diriger. Tu veux la péridurale? Parfait. Tu ne veux pas prendre la péridurale? Je reviens avec la péridurale parce que pour moi, c'est l'exemple le plus concret, là. Il y a plein d'autres choix à faire dans un contexte de naissance, mais je trouve que celui-là est le plus marquant. Entre la prendre ou pas la prendre, quelle information tu as besoin pour continuer de faire nourrir ta réflexion, prendre tes décisions, faire un choix au final, que tu l'apprennes ou que tu ne l'apprennes pas, ça n'a pas d'impact sur moi comme étant ta doula. Moi, ma job, c'est que tu prennes ta décision puis que tu sois bien dans ces décisions-là, que tu sois en confiance, que tu te sentes outillé, que tu te sentes soutenu par moi, par ton ou ta partenaire, par ton équipe de soins. Fait que ça passe par l'écoute, ça passe par le soutien, ça passe par l'information. Et évidemment, tout ça est possible grâce à un espace sécuritaire, doux et humain. C'est difficile d'avoir un espace sécuritaire, doux et humain de nos jours parce que, premièrement, on est toujours dérangé. Avec toutes les notifications qu'on reçoit, les réseaux sociaux, les messages, on est joignable en tout temps. C'est difficile d'avoir un espace sécuritaire, doux, humain, où il n'y a pas de dérangement, il n'y a pas de distorsion, où la personne est totalement disponible à m'accueillir comme je suis, puis à m'accompagner tranquillement
par rapport à mon processus, à prendre le temps de m'expliquer pour que je comprenne, pour que je puisse prendre mes décisions, à me faire confiance, même si je suis en apprentissage. Bien souvent, on va entrer dans un cabinet professionnel ou au garage ou dans n'importe quel autre contexte où on a une personne qui est plus connaissante que nous, puis rapidement, on va se sentir obligé d'écouter ce que la personne a à nous dire parce que c'est elle qui sait plus que nous. Et on va devoir prendre des décisions en fonction de ça. Mais dans un contexte où on devient parent, c'est nous qui devenons l'expert de notre bébé. Alors, on doit être dans ce processus-là d'apprentissage, de développer notre expertise. Puis ça commence pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pour qu'après ça, on puisse prendre cette responsabilité-là. Sinon, on se fait prendre en charge, on se fait dire présente-toi là, fais tel test, parfait, on va te déclencher telle date, Puis là, bébé est né, on te le remet dans les mains, puis on dit bon, ben vas-y là, prends responsabilité. La marche est bien trop grande. Si on crée un espace sécuritaire où tu peux te questionner, poser des questions que tu considères peut-être être des questions niaiseuses, être dans le doute et que tu n'es pas jugé pour ça. Puis au contraire, on continue de t'informer, on continue de te soutenir. Finalement, on considère que ce que tu penses, c'est important, ça a de la valeur, puis j'ai confiance que tes questions sont pertinentes, puis que ce processus-là, tu es en train de le traverser, puis je suis là pour marcher à tes côtés. Alors, c'est ce qui permet de transformer les défis en confiance et ultimement en puissance. Être dans une posture d'apprentissage, pour moi, c'est ce qui est le plus puissant parce que ça veut dire que je suis toujours en train d'apprendre sur l'autre, sur son histoire, sur son bagage, sur ses besoins. C'est l'autre qui m'apprend à l'accompagner avec justesse, finalement. Mais pour ça, il faut une posture d'écoute. Ensuite de ça, offrir un soutien émotionnel pratique et informatif qui permet aux parents de vivre leur expérience avec sérénité, autonomie et sens. Donner naissance, là, s'il n'y a pas une expérience qui donne, où on est plus en quête de sens que ça, je ne vois pas, tu sais. Donner naissance, c'est faire du sens. Il faut trouver faire du sens dans sa vie, dans ses choix, dans l'avenir qu'on espère pour nos enfants. On est dans une quête de sens microscopique et macroscopique. Micro, dans le sens qu'on prend des petites décisions tout au long du processus, ne serait-ce déjà que même dans la préconception, dans la conception, dans la grossesse, l'accouchement, on prend des petites décisions. Puis macro, parce que mettre au monde un enfant, c'est faire acte de foi, faire preuve de foi en soi, en la vie, en l'avenir. Fait que c'est un processus de grande vulnérabilité, mais de grande puissance aussi. Parce qu'à partir du moment où tu comprends pourquoi tu fais les choses, pourquoi ça fait du sens pour toi, bien, il n'y a plus grand-chose finalement pour t'ébranler. C'est ce qui crée des racines profondes de comprendre pourquoi on fait les choses. Des racines profondes, ça fait en sorte qu'on est solide, puis qu'on est prête à traverser ou à recevoir la tempête qui peut venir parfois avec l'accouchement, avec la parentalité. Il y a des périodes où il y a de la houle, là. C'est incontournable parce qu'on est en apprentissage, parce qu'on est à la découverte de quelque chose, on fait face à beaucoup d'inconnus. Puis d'ailleurs, la plupart des gens qui ont deux, trois enfants, des fois quatre, disent rendu au troisième, quatrième, mon Dieu, que c'est rendu facile parce qu'on se connaît tellement dans ce processus-là. Les naissances, c'est pas toujours pareil, il y a des petites surprises, mais moi, je me connais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens se connaissent avant de traverser tout ça, pour faire en sorte qu'il y ait des racines profondes? C'est ça notre rôle. Alors, je continue. La doula ne remplace pas les professionnels de la santé. Elle complète leur travail. Pour moi, c'est très important d'apporter cette nuance-là. C'est un rôle qui s'adapte selon les besoins, selon les compétences et selon les limites de chacune. Il y a des fois, pendant longtemps, une dizaine d'années, j'ai accompagné beaucoup de naissances. J'avais une collègue qui faisait que du postnatal. Pour elle, dans sa réalité, sa vie avec l'âge de ses enfants, c'était le postnatal qui cadrait mieux. Puis pour moi, avec l'âge de mes enfants qui étaient très jeunes, qui n'allaient pas à la garderie, c'était les naissances qui cadraient mieux parce que ça me permettait d'être avec eux une grande majorité du temps. Outre le moment où je partais en accouchement quelques heures puis que je revenais, le reste du temps, la plupart du temps, j'étais avec eux. Il n'y avait pas d'école. Quand ils ont commencé l'école, là, j'ai rejoint ma collègue qui avait des enfants d'âge scolaire avec laquelle c'était plus difficile de gérer les horaires d'école. Fait que j'ai migré vers des accompagnements de fin de vie plus à ce moment-là. Ça reste une grande liberté d'horaire. Ça reste, puis là, mes enfants grandissent.
ma pratique évolue aussi avec eux, avec notre rythme de vie. C'est un rôle qui s'adapte à mes besoins d'abord. Après ça, mes compétences. Je suis allée faire des formations complémentaires ensuite parce qu'il y avait des questions auxquelles je n'avais pas les réponses. J'ai eu un intérêt très, très prononcé pour la croissance humaine, pour le développement humain. C'est ce qui m'a amené à faire de la relation d'aide. J'ai eu envie, bon, en tout cas, l'histoire de l'hypnose, ça, c'est un autre volet, mais pour moi, tu sais, ça a été ça, c'est ça qui m'a défini dans ma pratique. Il y en a qui ont de l'intérêt pour de l'aromathérapie, l'ostéopathie, la massothérapie. On peut faire de l'accompagnement à la naissance, puis c'est ce que j'ai fait pendant des années. Pendant les 5 premières années, je faisais de l'accompagnement à la naissance sans autre formation. Puis à un moment donné, j'ai senti le besoin d'aller chercher plus, d'aller explorer plus. Ça peut être ça, comme ça peut être autre chose. Une chose est sûre, c'est que dans le réseau de la santé, il y a énormément de gens très bien intentionnés, mais limités par la rigidité du réseau, par les exigences du réseau. J'ai croisé des infirmières extraordinaires, mais qui avaient normalement auraient dû avoir une infirmière par chambre, puis finalement se retrouver à 2 puis 3 chambres. Soutenir 2, 3 femmes en accouchement en même temps, c'est quelque chose, là. Puis malheureusement, ce qui était occasionnel avant la pandémie est devenu pratiquement la norme finalement aujourd'hui. Donc, pour moi, les professionnels de la santé sont des gens bienveillants, bien intentionnés, dans une grande, 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 grande majorité de cas, mais qui sont limités par la pratique, par les protocoles, par les obligations du réseau de la santé qui s'administratise, je ne sais pas si ça se dit ce mot-là, mais vous comprenez, là, qui se bureaucratise énormément. Fait que des gens qui ont choisi des métiers de caring pour prendre soin des autres, puis qui se ramassent à faire énormément de paperasse finalement, puis à des appels, puis de la gestion administrative. J'ai été dans ce milieu-là pendant 6 ans. Tu sais, je peux vous en parler longtemps. Fait qu'il y en a beaucoup qui vont quitter pour aller pratiquer autrement parce que c'était pas pour ça qu'ils avaient choisi le métier au départ. Puis il y a le fait aussi que bon, il y a des gardes, des horaires, ça vient aussi complexifier l'accompagnement qu'on peut offrir comme professionnel. Fait que nous ne sommes pas des professionnels de la santé, nous ne prenons pas en charge médicalement une naissance. Nous sommes là pour compléter les professionnels en place, compléter les lacunes aussi du système à l'heure actuelle. Alors, les grands pôles de la doula, les grands visages de la doula, je vous ai parlé de la doula de naissance. Elle est présente avant, pendant puis après l'accouchement. Avant dans la préparation prénatale, pendant dans la présence à l'accouchement, puis après dans l'accompagnement postnatal. Certaines vont aussi offrir des relevailles, du support à l'allaitement, tout ça. Son rôle essentiellement, c'est un soutien émotionnel. Se fait dans la préparation et la présence en continu, donc avant, pendant, après, le continuum de la naissance. Ensuite, il y a la doula postnatale. Elle se concentre essentiellement sur l'après-naissance. C'est un soutien émotionnel et pratique après la naissance, aide à la récupération et à l'organisation familiale, au bien-être émotionnel également. Donc, les doulas postnatales vont venir des fois souvent par bloc d'heures après la naissance. Les parents vont, avec la doula, préciser à quel moment ils ont besoin. Puis, ça peut être des travaux légers, lavage, époussetage, vaisselle, faire à manger, aider la maman dans ses routines. Des fois, quand là où la partenaire retourne au travail les premiers jours, ben, il y a une personne qui vient à la maison soutenir la transition. Il y en a qui vont avoir beaucoup, beaucoup d'heures dans les premières semaines, puis de moins en moins, ça dépend vraiment des besoins des parents, mais la doula postnatale se concentre essentiellement sur l'après-naissance. Et il y a des doulas qui se concentrent essentiellement sur la naissance. Donc, elles vont faire une rencontre en postnatal, puis après ça, c'est la doula postnatale qui prendrait le relais. Ça dépend vraiment de l'horaire et du rythme. Par exemple, moi, je faisais beaucoup, beaucoup de naissances quand mes enfants étaient jeunes et j'avais une collègue qui s'occupait du postnatal après moi. Comme ça, elle était dans sa zone d'excellence, j'étais dans la mienne. Parce qu'après avoir passé des fois 18-20 heures avec une famille, j'ai besoin d'une couple de jours pour récupérer. Eux ont des besoins postnatales, donc elle prenait le relais. Fait qu'on travaillait vraiment en collaboration comme ça. Parce que j'avais des gardes d'accouchement continus. Je faisais 3-4 accouchements par mois, des fois plus.
C'est pas un rythme qui est très, très soutenable à long terme, mais moi, j'étais vraiment excessif, puis je savais pas trop comment jauger combien de naissances là, les premières années. Fait que avec le temps, il y a un équilibre qui se crée, puis on apprend à se connaître là-dedans pour garder son niveau d'énergie pour les gardes, les nuits blanches parfois aussi. Puis la doula postnatale, comme elle a des blocs d'heures, ben, des fois, c'est un horaire un peu plus facile à gérer selon l'âge des enfants, c'est un bébé à la maison, tout ça, bref. Fait que c'est vraiment deux spécialités différentes. À l'Académie périnatale, on offre la base pour tout le monde. Donc, qu'on veuille faire doula de naissance ou doula postnatale ou naturopathie en périnatalité, ultimement, ça commence à la même place. Après ça, il y a les spécialisations pour les concentrations pour celles qui veulent faire une concentration puis s'arrêter là. Pour celles qui veulent faire naturopathie en périnatalité, bien, tous les rôles vont être à faire, à suivre. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de la doula en naturopathie. Donc, la doula en naturopathie, elle a la base doula, elle a la doula de naissance, elle a la doula postnatale. C'est une approche vraiment globale de soins naturels, de soutien à la santé et d'équilibre émotionnel et physique dans un contexte de périnatalité. Le complément aux autres rôles ou spécialisations à part entière, c'est-à-dire que on fait doula de naissance, on fait doula postnatale. Quand on va jusqu'à la naturopathie, bien, on va travailler avec l'aromathérapie. On va apprendre la naturopathie en périnatalité. On va aller parler d'alimentation. On va aller chercher vraiment d'autres pans qui vont venir compléter. C'est ce qui nous permet d'émettre des reçus en naturopathie périnatale aussi reconnus par les associations professionnelles RITMA, l'ANPQ. Et l'ANQ, elle, c'est à milieu de formation. ANQ et RITMA, selon votre parcours de formation, vous pouvez rejoindre une ou l'autre et émettre des reçus de naturothérapie en périnatalité. Donc, quand vous avez complété doula de naissance ou doula postnatale, vous avez le niveau naturothérapie en périnatalité. Donc, vous pouvez déjà commencer à émettre des reçus aussi. Si vous projetez de compléter naturopathie, à ce moment-là, vous allez vers RITMA. Puis, si vous voulez vous arrêter à naturothérapie, vous allez vers la NQ. Mais je vous explique tout ça en détail là, dans le cours de la formation. C'est vraiment pour vous donner une idée. Et mettre des reçus comme ça, l'avantage, c'est que ça permet pour les gens qui ont des couvertures corporatives d'être remboursés, des couvertures corporatives qui couvrent la naturothérapie ou la naturopathie, d'être remboursés pour vos services. Donc, c'est intéressant pour la clientèle et pour vous, ultimement. Est-ce que vous avez des questions? Gênez-vous pas là. Ça me donne le temps de prendre une gorgée. Vous prenez le temps de poser une question. Moi, j'en aurais une. Écoute, Oui, ben, je fais une formation en naturopathie à l'IESN. Je me oui, demandais si la formation naturopathie périnatalité, est-ce que ça pousserait certaines notions plus loin oui, ou absolument. OK, Oui, parfait. parce que là, tu as une approche naturopathique globale poussée, tandis que l'aspect périnatalité, là, est poussé à l'académie périnatale. Fait qu'on n'est pas juste dans l'approche naturopathique, on est dans la posture d'accompagnement, on est dans les apprentissages, par exemple, de comment favoriser, faciliter un processus de naissance, comment faciliter la physiologie de la naissance, comment soulager les inconforts pendant l'accouchement, comment soutenir l'allaitement. Tu sais, on est vraiment axé très périnatal dans une posture d'accompagnement. Est-ce que tu sais, j'ai une Clara qui donne l'introduction à la Oui. naturopathie, tu la connais? Ouais, ben j'ai vu un peu son profil passer, puis j'ai été zioutée. Fait que oui, je sais, ouais, elle est à l'IESN aussi. Tu pourrais lui poser toutes tes questions parce qu'elle a fait le même parcours en naturopathie que toi. OK, c'est bon, parfait. Merci. Bienvenue. Alors, les qualités humaines essentielles, on a parlé d'écoute active, évidemment, tu sais, de vraiment entendre ce que l'autre et ce que l'autre dit et ce que l'autre ne dit pas. Je dis souvent d'entendre ce qu'il y a derrière les mots. Quand il y a une question, souvent, derrière cette question-là se cachent des peurs, se cachent des besoins, se cachent des appréhensions. Fait on développe des compétences en écoute active pour entendre ce que les mots disent pas, ce qu'il y a derrière les mots, pour aider l'autre personne à se préciser, aider l'autre personne à se connaître, à se reconnaître dans son expérience. Fait que oui, il y a une posture de relation d'aide vraiment très, très importante. Puis la relation d'aide en périnatalité, c'est vraiment distinctif de la relation d'aide globale qu'on peut retrouver dans d'autres métiers du prendre soin. Une qualité de présence, savoir être là sans avoir besoin de faire. On est énormément dans une posture de faire, dans beaucoup, beaucoup de rôles, dans beaucoup de nos métiers. D'ailleurs, on se demande tout le temps, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Ah, ben, j'ai une pratique de ci, j'ai une pratique de ça. Puis on confond, ben, je suis comptable, je suis avocate, je suis travailleuse sociale. Être et faire sont deux choses complètement différentes. Dans un contexte d'accompagnement, des fois, ne rien faire, c'est faire quelque chose. Dans ce contexte-là, précisément, par la qualité de la présence, par les choses qu'on a placées en apprentissage avant, en prénatal. Il y a des fois dans des naissances où j'étais très, très, très impliquée, très, très active, du genre, je sors de là raquée le lendemain parce que j'ai été debout ou accroupie à faire des points pendant une couple d'heures. Puis il y a d'autres naissances où j'étais dans un coin à ne pas faire grand-chose, à observer puis à attendre. Puis là, oups, il y a un petit moment charnière, puis là, j'interviens. Puis on ne le sait pas d'avance ce qui va se passer. On ne le sait pas d'avance qu'est-ce que la personne va avoir besoin, ni nous, ni les gens qui traversent ça pour la première fois. Quand ils viennent pour une deuxième fois, ben là, ils veulent peaufiner leur première expérience. Fait qu'ils se connaissent un peu mieux, mais la naissance en tant que telle pourrait nous surprendre puis se passer complètement différemment de la précédente. Fait que on est vraiment dans une posture de présence. C'est une pratique de présence, de qualité de présence et d'adaptation, évidemment. Ancrage parce qu'on est dans des contextes intenses, chargés. Fait que garder son calme, même quand la situation, des fois, prend une tournure inattendue, c'est énormément d'autorégulation, de gestion des émotions. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours dans des situations compliquées, bien au contraire, mais on est pas mal toujours dans des situations intenses. Donner naissance, c'est intense. Fait qu'apprendre à se connaître là-dedans, savoir s'accompagner là-dedans, parce qu'on est souvent le fort à travers tout ça. Fait que si je ne me gère pas et que je suis submergée par mes propres émotions, je suis totalement inutile. D'ailleurs, tu sais, dans un contexte de, de situation d'accident, par exemple, tu sais, pour celles qui ont déjà fait des cours là, de premiers soins secouristes, tu ne sais pas tant que tu ne t'es pas retrouvé dans une situation comme celle-là exactement comment tu vas réagir. Il y a des gens qui paniquent, il y a des gens qui figent, il y a des gens qui, au contraire, tombent hyper concentrés, puis là, font plein d'actions. D'ailleurs, quand ils racontent, ils disent je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais j'ai fait ça, 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 ça. C'est exactement ça qu'il fallait que je fasse. Puis je savais pas ce que je faisais, mais je faisais la bonne affaire. Puis il y en a d'autres qui, au contraire, là, sont complètement désorganisés. Il faut les ramener un petit peu. C'est pas aussi intense que ça, évidemment, un accouchement. Ça progresse tranquillement, mais il y a des périodes où c'est très intense. Il va toujours rester que entendre le premier souffle de quelqu'un, voir une famille se transformer, c'est quelque chose de particulièrement intense. C'est quelque chose de profondément émotionnel. C'est des souvenirs qui m'ont formaté, qui m'ont fait grandir, qui m'ont confronté, que je porte avec moi, qui motivent encore aujourd'hui mes actions, ma façon d'enseigner, ma façon de créer du matériel pour les gens, ma façon d'intervenir, ma façon d'accompagner. J'ai profondément une profonde gratitude pour toutes ces familles-là qui m'ont fait cette petite place-là. Eux vous diront que j'ai été don utile, puis c'était don merveilleux. Mais moi, je vous le dis, j'ai plus appris qu'eux auprès d'eux chaque fois parce que chaque naissance est différente. Puis même deux naissances chez une même personne, c'est toujours différent. Fait que plus on en fait, plus on en voit, plus on grandit, plus on apprend, plus ça devient quelque chose c'est profondément ancré en moi pour toute la vie, en fait. Et c'est ce qui motive ce que je fais avec vous autres en ce moment, de transmettre, de partager mon expérience puis mes connaissances. J'ai plus la possibilité d'accompagner des naissances, mais vous, oui. Donc, je continue d'accompagner des naissances en partageant mon expérience puis mes connaissances. Je ne sais pas pourquoi j'ai deux fois la même image. C'est intéressant. Ah, c'est parce que je voulais vous faire une aparté sur les naissances physiologiques, les naissances par voie basse versus les naissances par césarienne, parce que c'est ce qu'on voit ici. Évidemment, il y a une moyenne de 25 à 30 de naissances qui ont lieu par césarienne. Fait que si on fait un calcul rapide, c'est une femme sur quatre, une femme sur trois dans certains hôpitaux qui va avoir une césarienne. Je pense que on le sait que ça existe, mais on ne se prépare jamais vraiment à cette possibilité-là. Fait que dans notre rôle d'accompagnante, on est là pour faciliter le processus physiologique, on est là pour le soutenir, on est là pour l'adoucir, mais on est aussi là pour le libérer. C'est-à-dire que malgré faire la paix avec quelque chose qu'on ne veut pas, c'est ce qui est le plus difficile au monde.
c'est facile d'accepter la joie, le plaisir, quand ça va bien, c'est facile. Mais quand on fait face à quelque chose qu'on ne voulait pas, comment est-ce qu'on fait pour accueillir son enfant dans les meilleures conditions mentales, émotionnelles possibles quand on est dans un contexte qu'on n'a pas choisi? Et c'est beaucoup notre rôle de guider les gens à travers ça. On fait tout ce qu'on est capable de faire, on apprend au meilleur de nous-mêmes, on accompagne au meilleur de nous-mêmes, les gens font au meilleur d'eux-mêmes à ce moment-là, mais des fois, la physiologie n'est pas de notre bord, puis on fait face à des circonstances qu'on n'aurait pas choisies. Mais il y a quand même moyen de faire coexister peut-être la pire journée de ta vie avec la plus belle journée de ta vie parce que c'est la naissance de ton enfant. Il y a moyen de faire coexister ça, puis c'est ça notre grand talent, c'est d'arriver à trouver le chemin à travers ça, même quand c'est difficile, puis que ça va un peu dans le sens contraire de ce qu'on souhaitait au départ. La différence entre accompagner et sauver. Je trouve ça important de faire une mention là-dessus parce que beaucoup de gens arrivent dans des métiers comme ça de caring avec cette posture-là de vouloir sauver la planète, sauver le monde, protéger les femmes. Puis c'est un bon point de départ, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut porter à long terme. Je me suis toujours remise en question au début de ma pratique quand une femme me disait hey, une chance que tu étais là, grâce à toi. Je me dis, il y a quelque chose que j'ai fait de pas correct. Parce que ce que je voudrais qu'elle dise, c'est que peut-être qu'avec mon aide et mon soutien, elle a réussi quelque chose. Peut-être qu'avec l'aide de son conjoint, sa conjointe, elle est arrivée à donner naissance à son enfant. C'est ça que je veux qu'il ressorte au final. Pas grâce à moi. Avec mon soutien, oui, mais pas grâce à moi. C'est pas moi qui fais la performance cette journée-là. Fait qu'on peut arriver avec de très bonnes intentions puis prendre plus que ce qu'on donne finalement parce que notre posture n'est pas adéquate. On ne veut rien voler à personne. Celle qui donne naissance, c'est elle, l'héroïne de cette journée-là, avec le soutien de son ou sa conjointe. Puis nous, on est là vraiment pour révéler ça, pour mettre ça en lumière avec notre expertise, avec nos compétences, avec notre expérience, avec nos connaissances. Mais on n'est là, pas là pour voler le spectacle. C'est vraiment important pour moi que vous puissiez faire la différence entre accompagner, c'est-à-dire travailler autour de la famille, puis venir interférer dans la cellule, puis prendre des espaces qui ne nous appartiennent pas. On démystifie tout ça, évidemment, en formation pour que ce soit vraiment clair, mais je voulais déjà semer cette graine-là dans votre esprit. Sauver la planète, c'est une lourde tâche. Puis être dans cette posture-là, d'avoir le sentiment qu'on doit sauver nos clients, les protéger, on va amener les gens à se protéger, à se sauver. Je pense que ça, c'est plus payant à long terme parce qu'ultimement, ils vont aller dans le monde avec leur enfant puis ils vont devenir ce parent-là qui protège leur enfant, qui sauve leur enfant. Fait que je veux que ça commence déjà dans le processus de la grossesse et de l'accouchement. Je suis là pour les soutenir dans leur rôle, OK? Pas pour prendre une place qui ne me revient pas. Alors, petite question, comme j'aime ça, avoir vos retours. Si tu étais doula demain, quel rôle dans ce que je t'ai parlé aujourd'hui t'attirerait le plus? Spontanément comme ça, mets-moi ça en commentaire. Est-ce que ce serait doula de naissance? Est-ce que ce serait doula postnatale? Est-ce que ce serait naturopathie en périnatalité? Quelle zone de l'accompagnement t'interpelle le plus? Est-ce que c'est de faire de la préparation prénatale, de voir les gens s'éveiller avec des connaissances nouvelles, de les voir mieux comprendre leur parcours? Est-ce que c'est d'être présente pendant la naissance, avec tout ton coffre à outils, de mettre ça au service du ou de la partenaire, puis de faire en sorte qu'ensemble, ils créent leur expérience, puis qu'ils soient fiers d'eux après? Est-ce que c'est en postnatal, de les voir dans la tempête du postnatal avec le jour et la nuit qui s'enchaînent sans fin? Puis de venir adoucir ça en leur apportant ton réconfort, en leur apportant à manger, en faisant en sorte que les contraintes du quotidien soient plus douces, en répondant à leurs questions, en les aidant à trouver leur chemin comme parents? Ou est-ce que c'est dans une approche globale de naturopathie où
tu es capable de les guider à travers leur rôle de parents, à travers une approche naturelle aussi de la grossesse, de l'accouchement, de l'allaitement, du postnatal. J'allais dire tout. Je trouve ça difficile. Attends un petit peu. Là, les voix. Tous. Toutes. Je veux tout faire. Ça me surprend pas. Moi aussi, je voulais tout faire. Mais je veux tout faire encore aujourd'hui. J'allais dire tous aussi, je trouve ça difficile de faire un choix. Je te comprends. Naturopathie en périnatalité, Pascaline, tous. Je crois que j'aimerais accompagner moins de gens, mais du début à la fin, à chaque étape. Exact. On peut se concentrer vraiment sur des espaces précis ou prendre moins de gens, mais faire vraiment. Là, ben, à ce moment-là, naturopathie en périnatalité, ben, tu les attrapes dès la préconception. Là. Avant même la conception, on a une approche naturopathique qui aide à la conception, qui aide à la fertilité, qui amène aussi à la conception en conscience, de prendre conscience de notre mode de vie, de ce qu'on mange, de comment on prend soin de soi pour avoir une grossesse le plus en santé possible. Puis à partir de là, ben, on a déjà un momentum qui, ça donne le ton pour la grossesse, l'accouchement, puis la suite des choses. Gisèle dit accouchement. Julie dit tous. C'est un chemin, mais je leur vois leur apporter mon soutien du début à la continuité. Postnatal, vu mon horaire et la présence des enfants dans ma vie, mais mon cœur voudrait faire des accouchements. Ça, là, ça va, ça vient. Tu sais, il y a des. Puis comme je dis, il y a des périodes où j'ai fait plus d'accouchements, d'autres moins. La magie de l'accompagnement, c'est qu'on apprend à s'accompagner soi-même déjà. Tu sais. Puis c'est un métier qui est en grande progression, qui a un million de possibilités. Fait que, tu sais, il y en a qui ont intégré de l'art-thérapie dans leur processus, il y en a d'autres qui ont intégré des soins rebozo, il y en a. Fait que ça permet vraiment d'amener une plus grande diversité, puis une façon d'accompagner qui vous est propre finalement. Accouchement et préparation pour l'accouchement, génial. Fait que déjà, vous avez clarifié un peu plus c'était quoi le rôle d'une doula, mais surtout, quel rôle vous avez envie de jouer dans cette aventure-là qui est l'aventure périnatale. Je veux qu'on puisse s'accrocher à ça, puis en sachant que ça va continuer de progresser au fur et à mesure du parcours que vous allez faire. Un parcours de formation, c'est une rencontre avec soi-même au départ, puis après ça, on se définit, puis on va projeter ça vers les gens on va appeler des gens qui résonnent avec ce qu'on a à leur offrir. Fait que ça part vraiment de son centre, de son cœur, de sa passion, de sa fougue. Alors, je vous partage des témoignages qui sont de cet ordre-là. Sophie, maman de 2 enfants, doula de naissance, a dit après la naissance de mon deuxième bébé, j'ai réalisé à quel point la présence continue d'une personne calme, rassurante, pouvait tout changer. J'ai quitté mon poste en ressources humaines pour accompagner les naissances et j'ai jamais regardé en arrière. Elle avait un parcours vraiment professionnellement, puis ça, c'est vraiment fréquent. Après la maternité, tu regardes le chemin parcouru, puis tu ne te reconnais plus dans ce qui était là avant. Il y en a beaucoup qui font une mise à jour professionnelle. Des fois, c'est l'horaire qui ne cadre pas, tout ça, puis on n'arrivait pas à le projeter, on n'avait pas accès à ça avant d'accoucher. Là, tu mets ton enfant au monde, tu dis, mon Dieu, cet horaire-là m'a convenu. Mon conjoint a fait ça. Mon conjoint avait un travail, un horaire, ça marchait super bien depuis 6 ans. On a eu un premier bébé, puis là, dès la première année, deuxième année de vie, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Il ne voyait plus son enfant. Mais il n'aurait jamais remis ça en question avant d'avoir des enfants. Fait que c'est souvent comme ça qu'on met un pied dans la maternité, puis on fait ah mon Dieu, là, je suis en train de devenir quelqu'un d'autre. Amélie, 29 ans, reconversion après un burn-out, elle est devenue doula en naturopathie. Je travaillais dans le domaine médical, mais je sentais que je voulais soutenir la santé autrement. En combinant la nature à mon rôle de doula, j'aide les femmes à retrouver équilibre et vitalité avant et après la naissance. Fait qu'elle ne fait pas d'accouchement, elle fait vraiment de la préparation avant puis, puis du soutien après. Les femmes peuvent s'approprier ces connaissances puis s'accompagner autrement puis se sentir plus en santé, être plus en santé. Fait que, tu sais, chaque personne écrit son chemin, puis elle, c'était vraiment une reconversion. Donc, elle avait déjà une approche, elle avait déjà une formation, puis elle est venue parfaire ses connaissances pour sortir du réseau puis travailler autrement. Nadia, 48 ans, sans enfant, est devenue doula postnatale. Je pensais qu'il fallait être maman pour comprendre, puis j'ai vu que ce qui comptait, c'était l'écoute, la patience et la douceur. Aujourd'hui, j'aide les familles à traverser les premières semaines avec plus de repos et moins de stress. On aimerait tous avoir une Nadia en postnatale chez soi.
je veux dire, une grand-mère, là, tu sais, qui est connaissante, qui est expérimentée, qui est calme, qui est douce, qui vient nous bercer pour qu'on puisse bercer nos bébés. Je veux dire, quand tu as traversé la tempête du postnatal, on veut tous avoir une Nadia près de soi. Fait que ça dépend déjà des profils de doula qui sont différents, des femmes qui ont marché des routes différentes pour vous inspirer puis vous imaginer aussi à travers ce processus-là. Alors que tu sois appelé par la salle des naissances ou par la douceur du postnatal ou par l'accompagnement santé globale, tu peux trouver ta place. Et c'est ce que je veux que vous puissiez entendre et retenir de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un cadre rigide. Oui, il y a une formation qui est définie. Oui, il y a des exigences à cette formation-là, mais dans la pratique, vous avez la possibilité d'être comme vous avez envie d'être, au service de qui vous avez envie d'être dans des espaces, des tranches précises ou de façon globale. Vous pouvez créer votre pratique à votre image, puis vous incarner doula dans quelque chose qui vous ressemble. Et ce qui est merveilleux, puis c'est pour ça que je trouve que notre rôle est si important, c'est qu'il y a autant de parents, il y a autant de différentes doulas qu'il y a de différents parents. Les parents n'ont pas besoin d'un autre professionnel de la santé monochrome, standardisé, protocolisé. Ils ont besoin de gens qui leur ressemblent, d'égal à égal, des gens connaissants, expérimentés, qui peuvent marcher à leur côté, puis prendre le temps de leur laisser intégrer ces apprentissages-là, de se questionner, de revenir à la source, de repartir. C'est vraiment une façon c'est une façon de prendre soin qui est très, très distincte parce qu'on a le temps de prendre le temps avec les gens. Est-ce que vous avez des questions à la suite de notre rencontre d'aujourd'hui? Questions, commentaires, partage. Non? Mon Dieu, quand je suis claire de même, je me fais peur. Aucune question, aucun commentaire, aucun partage. Oui, Sarah? Il y avait une question sur la préconception. Est-ce que tu avais répondu si on l'offrait à l'académie? Oui, il y a un volet de préconception à l'académie. Voilà. Merveilleux. Ça me fait plaisir, Pascaline. À demain. Et si vous n'avez rien à rajouter, rien à porter à mon attention, je vous laisse aller. Je vous souhaite une excellente fin de journée, puis on se retrouve demain pour la suite. Je dirais même de poser les questions dans le groupe s'il y a quelque chose. Oui, Dans le gênez-vous groupe pas. Le Facebook. groupe Facebook est là pour ça. Yes. Bye bye! Merci, bye.